L'ex-députée Lénaïque Adam a déposé ce matin sa candidature en préfecture sur les 8 candidats déclarés. Pour ces législatives partielles, il est le 3e à avoir officialisé sa candidature. Le parcours emploi, compétences est la nouvelle mesure du gouvernement en remplacement des contrats aidés. L'objectif, insérer durablement le bénéficiaire sur le marché de l'emploi, à découvrir dans ce journal. Enfin, un retour d'expérience d'une ancienne élève du lycée Félix Eboué de la section Hippocagne. Elle est à présent en poste à l'ambassade de France à Ottawa. Un moment de partage à découvrir. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ATV Guyane. Cette tranche d'information est également disponible en direct sur Facebook. Commençons par cette nouvelle, cette décision du Conseil des ministres ce matin. Le conseil municipal de la commune de Reginaco a été dissous en 2016. Le maire Michel Kouami dénonçait des faits de faux et usage de faux, de prise illégale d'intérêt, mais aussi d'escroquerie et de suppression de correspondance. Des accusations à l'encontre de Pierre Désert, l'ancien maire. Une nouvelle élection devrait avoir lieu dans les 3 mois. En attendant, c'est au préfet que revient la charge de l'administration de la mairie. L'actualité, c'est également ces élections législatives, les dépôts de candidatures pour l'élection législative partielle de la 2e circonscription. Lénaïque Adam est le 3e candidat des 8 à avoir déposé sa candidature ce matin en préfecture. Sur place, le président de la CTG lui a réaffirmé son soutien indéfectible. Gaël Wassim était sur place. Jeudi, en fin de matinée, le candidat Lénaïque Adam a officialisé sa candidature pour les législatives partielles du mois de mars prochain. Partant avec la même vision et la même équipe, le candidat Adam reste confiant quant à l'issue de ce scrutin. Faire une campagne de pédagogie, beaucoup d'explications et dire à la population que nous avons toujours la volonté de bien faire, la volonté de travailler pour le territoire puisque c'est l'intérêt suprême du territoire qui est en jeu. On va partir sur la même vision, mais bien sûr, lorsque le président de la République est venu, il a quand même fait des annonces qui vont dans le sens de ce que j'avais déjà prévu lors de ma campagne. Je pense à l'hôpital à caractère ou en tout cas à statut international. Le numérique aussi, il y a des choses qui ont été réalisées. Donc bien sûr, on va poursuivre ce travail et c'est ce qu'on demande aux Guyanais de nous faire confiance encore une fois. Exprimant son indéfectible soutien pour ce nouveau scrutin, le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, était venu accompagner son candidat. Oui, tout à fait. D'une part parce que nous avons une totale amitié, affection, et il fait partie de ma majorité à la collectivité territoriale, mais parce que nous croyons également à son programme. Et qu'en l'occurrence, nous poursuivons le travail qui a été établi. Et donc avec beaucoup de mes collègues ici présents, nous avons tenu symboliquement à lui apporter le soutien et le réconfort dont il aura besoin pour une campagne qui sera courte, mais qui sera très dure et en même temps très prenante. Donc c'est important que nous ayons cet avocat, cet intermédiaire qui puisse servir de relais auprès donc, du gouvernement. Pour moi, j'attache du prix à ce que notre majorité puisse avoir comme parlementaire du parti, je parle, monsieur donc Lénaïque Adam. Dans une campagne qui s'annonce courte et intense, la place de député pour la 2e circonscription sera disputée. Le rapport d'orientation budgétaire de la communauté d'agglomération du Centre Littoral a été discuté ce matin. À l'ordre du jour, l'installation du stockage des déchets non dangereux dans la commune de Makouria et la mise en place d'un bus à haut niveau de service à l'horizon 2021. Écoutons la présidente de la CACL, au micro de Pierre Tréfou et de Valentine Maillot. Le débat d'orientation budgétaire s'est positionné en tout cas autour de 2 grands projets de l'agglomération, donc le TCSP, le transport en commun sur site propre, et puis l'ISDND, l'installation de stockage de déchets non dangereux. Il est important pour nous, les politiques de la CACL, de réussir ces 2 projets. En tout cas, je rassure la population pour dire que le TCSP, il est bien parti. Là, en ce moment, ils sont en train de décider du mode de gestion du TCSP. Le bouclage du plan de financement est pratiquement terminé. Maintenant, on est en train de travailler avec l'État sur tout ce qui est terrain, site pour l'ISDND, un terrain que nous avons déjà trouvé, mais il y a quelquefois des réglementations comme la loi littorale qui font que il faut discuter, il faut échanger avec l'État et le gouvernement. Sinon, dire que le budget sera en augmentation
compte tenu du transfert des compétences, puisque nous avons le transfert de la compétence tourisme, les ZAE, les zones d'activité économique, vous avez la GEMAPI, donc pour les inondations, les eaux pluviales. Donc forcément, il y a un recrutement de personnel, une augmentation de la masse salariale, donc forcément, il y a une augmentation du budget de fonctionnement. Sinon, bon, on garde les 20 millions d'investissements pour la compétence eau et assainissement. Donc ça veut dire que la CACL participe largement, en tout cas, à l'essor des entreprises guyanaises. Exit les contrats aidés, place au parcours emploi compétences. Depuis janvier, le ministère du Travail a mis en place un nouveau cheminement pour les demandeurs d'emploi, un accès facilité à la formation et un accompagnement appuyé par Pôle emploi. Qu'en est-il exactement? Découvrez-le dans ce reportage de Pierre Tréfou. Face à l'échec des dispositifs des contrats aidés et des contrats uniques d'insertion, le gouvernement a créé le parcours emploi compétences. Les précédents dispositifs souffraient d'un niveau d'insertion insuffisant. On passe d'un système où les contrats aidés étaient donnés et pour lequel nous ne regardions pas trop ce qui se passe, avec comme conséquence directe la chose suivante, c'est que si on faisait l'étude au plan national, nous étions à un taux d'insertion après le contrat aidé dans le secteur public qui était de l'ordre de 25% maximum. Et que ce que nous souhaitons, c'est de passer de 25% de non-insertion à 75% d'insertion. Voilà, c'est ça le but. Donc, si les employeurs se mobilisent, s'investissent dans le processus d'accompagnement du jeune, et s'ils s'investissent dans la formation, et que ce niveau de formation est un niveau de formation intéressant pour le jeune, qui lui permet d'avoir à la sortie un emploi, on peut aller jusqu'à 60%. Ce parcours se caractérise par la mise en place pour chaque personne d'un accompagnement renforcé et d'une formation au cours du contrat, susceptible d'amener le salarié vers une formation professionnelle plus poussée, soit vers un emploi pérenne. Si vous êtes éloigné de l'emploi, si vous avez des compétences qui vous manquent et que vous les développez, que vous vous formez pendant le contrat, eh bien à l'issue, vous avez plus de chances de retourner sur de l'emploi durable. Et ce sera tout le travail aussi de fin d'accompagnement du contrat, où on devra accompagner à la sortie de ce contrat. Si on repère qu'en début de contrat ou à mi-parcours, il y a un souci, le parcours n'est pas mis en œuvre par exemple, ou bien la formation qui était prévue n'est pas mise en œuvre, eh bien on pourra réagir, on pourra réajuster, contacter l'entreprise, contacter le salarié pour voir où est le problème. Ce sont 2178 contrats qui sont prévus pour l'année 2018. Depuis le 1er février, les demandeurs d'emploi peuvent en bénéficier. Et ces propos racistes sanctionnés par les juges, Henri de Lesquin a été condamné à 3 000 € d'amende pour injure raciale à l'encontre d'Alicia Eliès, Miss France 2017. Il s'agit de l'ancien président de Radio Courtoisie, homme de droite et ex-candidat autoproclamé à la présidentielle. Il avait publié un tweet au lendemain de l'élection d'Alicia Eliès. Il estimait alors, je cite, que la demoiselle qui représente la France doit être de race caucasoïde. Fin de citation. Vous pouvez encore participer aux 3 journées sans téléphone portable. L'outil est devenu un incontournable au fil du temps et pour certains même une addiction. L'idée est de faire une détox digitale. Reportage de Loïc Régis. Ils sont partout, dans la rue, les voitures, salons de coiffure. Les téléphones portables sont des objets du quotidien. Décrocher de son mobile pour certains, c'est hors de question. Comme des millions d'utilisateurs sur Terre, les Martiniquais ne dérogent pas à cette addiction. Là, c'est devenu une dépendance, donc il faut calmer ça. C'est le réveil, c'est le quotidien, c'est devenu un problème, on va dire maintenant. Si tu n'as pas ton téléphone, tu es perdu. Ça prend une grande partie dans ta vie forcément, puisque moi je suis du genre à écouter beaucoup la musique. Ça te permet de rester connecté par rapport à l'actualité, tout ça. Grâce à mon téléphone, je reçois beaucoup d'actualités. Une journée sans portable, c'est inimaginable. Alors voir 3 jours. Non, c'est impossible. Nous sommes en 2018, il faut qu'on arrête les bêtises là, toi. Internet, WhatsApp, enfin, moi je suis très basket, donc du coup pour aller voir les actualités du basket, mais c'est impossible. C'est 4 jours, mais vous êtes fous, c'est l'Amérique, on a l'impression de retourner à l'Arche de Pierre. Ça va pas être possible. Maintenant que je ne travaille plus, donc j'ai tout mon temps et je réalise que je suis en permanence sur le portable. Accro ? Donc accro à la limite, on va dire ça. Selon des spécialistes, il existe des liens avérés entre les ondes des téléphones et certaines maladies. Même si on y pense parfois,
L'utilisation régulière de ces objets ne diminue pas pour autant. On sait qu'il y a des risques, mais au final, on l'utilise tout de même. Il faudrait que la prévention de la santé l'emporte légèrement dessus sur l'utilisation quotidienne, mais ça reste quand même avant tout un outil dont on peut plus s'en passer maintenant. Depuis 2001, l'écrivain français Philippe Marsollier invite des milliers d'usagers à repenser leur rapport au téléphone portable, une sorte de détox digital, parfois difficile à mettre en application. Elles ne font pas bon ménage avec les déchets domestiques et pourtant elles sont encore trop souvent jetées dans les poubelles. Les seringues usagées représentent un véritable danger de contamination pour les personnes chargées de collecter les poubelles. Pourtant, de nombreux moyens de collecte existent déjà. Une séance de rappel a été organisée à l'Agence nationale de collecte hier en Guadeloupe. Compte rendu de Karen Diamin. 4 ans après son lancement, le dispositif des boîtes à aiguilles a permis de récolter près de 39% des déchets perforants. Des perforants, donc des déchets de soins perforants, étaient retrouvés dans les déchets ménagers et causaient des accidents. C'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité mettre en place un dispositif spécifique, entièrement financé par les industries de santé et donc proposé gratuitement aux patients en autotraitement, ayant vocation à sortir ces déchets du circuit des déchets ménagers. En Guadeloupe, 17 000 patients sont concernés par ce dispositif, disponible dans les 150 pharmacies de l'archipel. Pour les patients qui se soignent à leur domicile et qui produisent des déchets qu'on qualifie de perforants, c'est-à-dire des seringues, des stylos insuline, des lancettes, bref, des dispositifs médicaux qui sont susceptibles, s'ils ne sont pas collectés et traités correctement, de causer des accidents dans la collecte des déchets ménagers, notamment pour les agents qui collectent ou qui trient ce type de déchets. Prochaine étape, mutualiser l'ensemble des actions et tenter de récolter entre 60 et 80% des déchets perforants de la Guadeloupe. Aujourd'hui, autour de la table, nous trouvons les associations de patients qui sont les bénéficiaires de ce dispositif, mais aussi les collectivités locales qui communiquent sur ce dispositif et qui emploient souvent les agents qui sont amenés à collecter et à traiter ces déchets, mais aussi les services de l'État qui sont concernés, notamment les services de santé comme l'Agence régionale de santé, ainsi que les professionnels de santé. Les pharmaciens sont la clé de voûte de ce dispositif. Ils sont donc présents à cette réunion, ainsi que divers acteurs susceptibles d'être concernés par le sujet. À l'échelle nationale, 77% de ces déchets ont pu être traités en 2016, outre-mer inclus. Les contours du futur collège de Saint-Laurent-du-Maroni et de la cité scolaire de Saint-Georges de l'Oyapock se dessinent doucement. Hier matin, les jurys ont dévoilé leur projet pour ces établissements scolaires promis par Emmanuel Macron. Le président de la CTG explique la politique de la collectivité concernant les établissements publics locaux d'enseignement. Il était au micro de Galwassim. Aujourd'hui, nous sommes capables de dessiner parfaitement le calendrier du lancement des opérations à la fois pour les lycées, pour les collèges, pour les extensions, pour les réfectoires, pour les internats. Et pas plus tard que ce matin, nous avons donc acté pour le collège 6 à Saint-Laurent-du-Maroni, pour la cité scolaire à Saint-Georges, un collège, un lycée. Et au mois de mars, nous allons arrêter maintenant le choix du lycée de Maripasoula, ainsi que les 2 collèges qui sont programmés pour Matoury et pour Rémy-Armanjoli. Alors les extensions pour la rentrée de 2018, c'est quasiment fait. Les appels d'offres ont déjà été lancés. Les travaux vont commencer sous peu, à la fois sur Balata, sur Vidal, sur Batane-Juminaire, sur Mana. Mana qui va avoir maintenant l'enseignement général et l'enseignement technique, c'est une nouveauté. Bref, en quelque sorte, nous travaillons de façon précise, vigilante, sur le calendrier pour préparer la rentrée 2018, 2019, mais surtout sortir les 4 lycées, les 4 collèges pour 2020. La petite pépite qu'on va sortir à travers la PPI, un collège 600, donc 600 enfants, un lycée qui va tendre vers 800, avec une direction administrative mutualisée, avec à côté les 9 villas de nécessité
pour le fonctionnement donc, de la collectivité. Et puis un ensemble de sports, hall des sports, terrain de football. Ce sera une première. Et je dois dire que ce matin, sur les 18 candidats qui ont répondu, nous avons donc retenu les 3 premiers lauréats. Et d'ici le mois de juin, un seul lauréat sera donc définitivement retenu pour lancer ce qu'on appelle les études, la PS, la PD, qui vont nous conduire aux travaux qui vont être lancés incessamment. Je compte pour début 2019. Du partage d'expériences pour clore ce journal comme outil de motivation pour les lycéens de Félix Éboué. Ce matin, Emmanuelle Gentil, une ancienne élève de la section Hippocagne, a rencontré ses cadets. Elle a partagé avec eux son parcours, ses défis et sa nouvelle vie professionnelle à l'ambassade de France à Ottawa. Le reportage de Jonathan Lariot. Pour Emmanuelle Gentil, revenir dans cette salle de classe est un peu particulier. En 2009, elle occupait la place des élèves en tant qu'étudiante. Devant cette classe d'Hippocagne par laquelle elle est passée, elle étale son parcours professionnel qui l'a menée à travailler aujourd'hui à l'ambassade de France au Canada. En fait, souvent la prépa, c'est les concours, toujours encore pour les écoles. Et ils nous poussent à ça et c'est très bien. Mais là, c'est intéressant de savoir que quelqu'un est passé par l'université, en fait. Vu qu'on est en Guyane, on se dit ça va être compliqué, on va pas être retenu. Et là, quand on voit ce témoignage, on se dit oui, ça c'est génial parce qu'on a des chances de réussir. Pour ces élèves en classe préparatoire, les cours sont parfois lourds de contenu. Le témoignage d'Emmanuelle est un véritable outil pour les motiver. Nous, on essaie de leur donner, transmettre cette idée-là, c'est qu'ils doivent absolument croire en leur chance. Et ils ont un parcours, pour beaucoup, qui est un parcours qui est intéressant. Ils ont un bon profil, un bon niveau, et ils doivent se dire derrière que dans les années qui viennent, dans les grandes écoles ou à l'université, ils ont un profil qui intéresse des directeurs d'école, qui intéresse des directeurs de master, qui intéresse des chefs d'entreprise ou des institutions. Et l'exemple qu'on a aujourd'hui, comme de nombreux exemples que l'on connaît aussi, nous le montre à chaque fois. Mais l'accent est surtout mis sur les possibilités. Emmanuelle n'a pas choisi les voies des écoles privées majoritairement prônées par les classes préparatoires. Je pense qu'il y a différentes voies et typiquement le travail que j'occupe aujourd'hui, heureusement je n'ai pas forcément suivi la voie classique qui aurait dû être Sciences Po, etc. Finalement c'est aussi mon intérêt personnel pour les États-Unis et pour me perfectionner en anglais qui m'a amené aujourd'hui à développer toutes ces compétences-là et qui m'a permis d'avoir ce poste et qui me permettra certainement d'occuper d'autres postes. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent. Pour ces métiers-là, il n'y a pas de formation typique pour accéder à ces métiers-là. C'est à la fois la formation, c'est un mélange de la formation, de la curiosité personnelle, de l'intérêt aussi personnel et puis des opportunités qui s'offrent à nous. Une matinée courte pour les élèves qui ont mis du temps à ne plus poser de questions. En tout cas, mission réussie pour Emmanuelle qui leur en a mis plein les yeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle les principaux titres que nous avons développés. L'ex-député Lénaïque Adam a déposé ce matin sa candidature en préfecture. Sur les 8 candidats déclarés pour ces législatives partielles, il est le 3e à avoir officialisé sa candidature. Le parcours emploi compétences est la nouvelle mesure du gouvernement en remplacement des contrats aidés. L'objectif, insérer durablement le bénéficiaire sur le marché du travail. Nous en parlions. Enfin, un retour d'expérience d'une ancienne élève du lycée Félix Éboué aux plus jeunes. Ancienne élève de la section Hippocagne, elle est maintenant en poste à l'ambassade de France à Ottawa. Un moment de partage. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure pour un nouveau point de l'actualité locale et régionale. Bonne soirée sur ATV Guyane.